Salut à tous. Salut les gars. Alors, deuxième épisode de Tatami Connexion. Un débat qui a fait parler sur les réseaux sociaux. Donc on va essayer d'être à la hauteur des échanges qu'on a eus. Une centaine de commentaires. Une centaine de commentaires. Si on compte avec les partages qu'a fait Wendy sur d'autres pages, on est, je crois même qu'on a dit à un moment, je crois qu'on est à 100 piles. 96 sur la note et 4 ailleurs. 100 piles. Alors, on compte les notes. Hein. On compte les notes, on triche un peu. Donc, le débat du jour, est-il nécessaire de faire du kimono pour être meilleur en nogi? Gros débat. Gros débat qui a partagé. Et surtout un débat où on ne s'attendait pas à avoir on va dire pas une rivalité. Je dirais pas une rivalité, mais un comparatif entre le JJB et la luta libre. Ouais. On s'attendait pas à ça. Moi, je m'y attendais un peu. Tu t'y attendais un peu? Je m'y attendais un peu, ouais. Quand on parle de Kim et de Nogi, en France, en tout cas, je m'attendais à ce qu'il y ait un petit débat luta livré kimono, alors que c'était pas du tout l'objectif. L'objectif, c'était vraiment de parler du Nogi, que ça soit JJB ou luta livré. Vous l'appelez comme vous voulez. Nous, on a choisi le terme Nogi justement pour pas faire de distinction entre la luta livré et le JJB. Mais je m'y attendais un peu, ouais. Ouais, et surtout qu'on ne voulait pas tirer de couverture. J'ai eu ce débat avec certaines personnes, on voulait surtout pas tirer de couverture sur un style ou sur un autre, parce que bon, ça s'est pas forcément ressenti sur les commentaires, forcément, mais que ça soit Rolly ou moi, on est plus adepte du nogi, même si on fait du kimono, on est plus adepte du nogi que du gi. Donc justement, c'était une question qu'on s'était posée, c'était, moi, de par mon expérience, où j'ai commencé à faire du kimono assez tôt dans ma pratique, même si j'ai commencé un petit peu par Nogi, et Rolly qui s'y est mis beaucoup plus tard et qui a eu une formation, qui vient de commencer, ouais. Qui vient de commencer le kimono après 6 ans de Nogi. C'était savoir si l'un apportait à l'autre, et surtout, justement, suite à ses premières expériences en kimono, voir si lui, ça avait aussi changé sa perception du jeu et sa manière de tourner, quoi, tout simplement. En sachant qu'il a été formé par quelqu'un qui fait du jiu-jitsu brésilien, à la base. Donc il y a un style qui a une empreinte jiu-jitsu brésilien. Donc voilà, écoute, on va rentrer dans le débat. Dans le débat, c'est parti. Donc, le premier élément qui me vient à l'esprit, moi, quand je parle kimono, on va dire, c'est que c'est plus contraignant. Il y a la veste, il y a les saisies qu'on met et les saisies qu'on reçoit. Donc ça oblige à être un peu plus structuré, un peu plus carré sur les passages, un peu plus technique entre guillemets. Ça laisse moins de possibilités au fait de glisser et d'être un peu plus explosif, un peu moins de liberté. Donc je me dis que peut-être faire du kim apporte justement une finesse dans le détail, et ça c'est beaucoup revenu, qui peut apporter véritablement au nogi. Je sais pas ce que tu en penses. On va dire que je trouve ça plus carré, plus structuré au niveau des passages. Chaque étape est importante. Disons qu'en grappling, en nogi, on peut se permettre d'avoir comment je pourrais dire ça? Peut-être un contrôle un peu moins fort, mais plus misé sur l'explosivité. Il y a des chances que ça marche. En kimono, c'est beaucoup plus compliqué de passer. Pour ma part, hein. Après, je débute en kimono. Donc j'ai l'impression que vraiment chaque saisie est importante. Faut faire sauter les grippes en plus. C'est compliqué. Pour ma part. C'est compliqué. C'est vrai, moi ça fait un peu plus longtemps que j'en fais, mais je le remarque aussi. Ouais, tu as moins le droit à l'erreur. Mais on va dire que quand tu fais du kimono, si tu fais une erreur, tu te fais renverser, tu vas galérer. Ou alors, si tu te poses pas bien tout de suite, tu vas arriver, tu vas poser le mec va mettre les mains sur le kimono, tu vas galérer. Il y a toujours un moment, de toute façon, où tu vas galérer. Maintenant,
C'est pour ça d'ailleurs qu'on préfère nous faire du nogi, c'est parce que justement on a cette liberté, c'est un rythme qui est différent, hein. C'est un rythme qui est différent. On va pas se mentir, déjà le premier point de comparaison qu'on pourrait voir entre les deux, entre le kimono et le nogi, c'est que on joue pas sur le même tableau. On a vraiment un rythme qui est pas le même, qui est beaucoup plus lent. Il y a des moments Non. d'explosivité, il y a des moments d'explosivité, mais il y a plus de moments de calme, des moments où plus statiques que sur le nogi. Après, moi, je pense que ça dépend plus du combattant, ça. Il y a des mecs en kimono qui mettent un rythme de dingue. Les Mendes, Ouais. là, les Mendes mettent un rythme de Et il dingue. y a des mecs en grappe qui travaillent plus cool, tu vois. Plus dans le contrôle, plus pas forcément dans l'explosivité. Je pense que ça dépend plus du combattant, ça. Mais c'est vrai qu'en règle générale, le fait qu'il n'y ait pas de saisie, de toute façon, fait que le no-gi est sur un rythme plus explosif. Oui, parce que quoi qu'il arrive, un mec qui veut bloquer le jeu en kimono aura plus de facilité Bien qu'en sûr, nogi. c'est logique. Donc, Il a plus de points d'accroche, donc donc c'est pour ça, c'est en ça où la difficulté du kimono, entre guillemets, quand on retire la veste, on se sent plus libre. Donc on a découvert, en fait c'est comme tout, hein, comme quand on dit entraînement difficile, combat facile, bah, si on met le kimono durant la saison et qu'on s'entraîne en kimono et que donc c'est plus complexe, entre guillemets, c'est plus dur dans la pratique, le jour où on le retire, même si on est d'accord qu'il faut, et il y en a beaucoup qui en ont parlé, où il faut faire du 100%, 100% nogi quand on prépare une compète en nogi. Là-dessus, énormément de gens en ont parlé. Je parle de Wendy. Enfin, il y a Wendy, il y a comment dire. Euh, je vais reprendre au fur et à mesure hein, les gens qui ont donné qui ont donné des éléments justement sur les commentaires. Il y a Renaud du CDK aussi qui a dit que voilà, fallait s'entraîner 100% en nogi pour performer en nogi. Une erreur qui est beaucoup faite justement chez Jujitseros, c'est de dire on va retirer la veste, on va partir à la compétition et on va éclater tout le monde. Je l'ai vécu, je l'ai entendu, je trouve que c'est une erreur. non, c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur. Les saisies ne sont pas les mêmes, enfin, tout change. Tout change. Tout change effectivement parce que et souvent il y en a beaucoup qui disent que justement ils sont perdus quand ils retirent la veste parce que il y en a un qui m'a dit le grip c'est la vie. Bah oui, Le grip c'est la vie, ne c'est serait-ce vrai. que pour défendre la garde. Ne serait-ce que pour défendre la garde. Ouais. Autant sur le passage, ça va peut-être pas poser problème, mais pour défendre, quelqu'un qui a l'habitude de travailler en spider, par exemple, Même la de la Riva, sur la de la Riva, ça change. Les saisies sont pas les mêmes. ouais, C'est beaucoup plus simple, on va dire, de travailler en de la Riva en gi qu'en no-gi. ouais, ouais, ouais. Même s'il y en a Il y a beaucoup beaucoup qui plus de l'adaptent, possibilités, on va dire, en gi qu'en no-gi. c'est vrai. Même s'il y en a beaucoup qui l'adaptent, mais il faut faire un travail, faut vraiment... En fait, je pense que si on travaille, si un club 100% no-gi, qui n'a jamais fait de gi, mais qui s'inspire des méthodes du jiu-jitsu brésilien, c'est-à-dire de la diversité technique du jiu-jitsu brésilien. Parce que le problème qu'il y a souvent quand on parle de nogi, c'est que les gens disent voilà, il y a ça, ça, ça qui marche, donc on va faire ça, ça et ça. C'est un truc que j'ai retrouvé dans des clubs qui font du 100% nogi, même si on a du mal à en trouver. Bah, souvent, moi j'ai fait un peu de luta aussi, donc le fait d'avoir fait de la luta, on voit qu'il y a une diversité technique. C'est technique, on peut pas le renier. Wendy a vraiment mis l'accent là-dessus aussi, sur le fait qu'il faut pas oublier que les mecs qui font que du nogi sont des mecs qui sont aussi techniques. Ouais, ça c'est clair. Mais, mais par contre, le truc qu'il a rajouté, c'est que le JJB offrant des angles et des aspects différents, ça ouvrait le jeu et une perception du jeu qui était complètement différente. Et ça, c'est important de le voir. Et c'est en ça aussi où le kimono apporte beaucoup au nogi. Parce on voit le jeu par d'autres prismes. Et c'est là où je dis que si un club de nogi, 100% nogi, venait à travailler avec justement cette ouverture d'esprit et en testant et en essayant d'adapter des techniques qu'on peut voir en kimono et de faire cette démarche de les adapter en nogi, je pense qu'un club 100% nogi pourrait performer et faire de gros résultats directement sur les compètes nogi. Et n'aurait pas besoin de passer par la veste. Ça, c'est mon point de vue. Après là, on parle au niveau international. Parce qu'en France, moi je vois pas cette différence. Les mecs qui font que du no-gi, bon, les mecs de la lutte à livrer,
ils font des très bons résultats. Peut-être même meilleurs que le Jiu-Jitsu sur le circuit français, je parle. Sur le circuit CFG, on va dire. Sur le circuit CFG, ouais, parce que c'est celui qu'on voit, et puis même avant le CFG, Donc de il n'y a, toute y a- y façon. a- y a pas vraiment de différence entre le JJB et la lutte à livrer, en France en tout cas. En France, il n'y en a pas. C'est vrai que l'équipe de Flavio a performé un maximum. Je parle de ceux de l'origine, hein, ceux qui Le aujourd'hui noyau enseignent, dur. le noyau dur. Ils ont vraiment performé et performent encore. On voit, même sur le circuit EBJJF, c'est quelque chose que j'ai remarqué. On prend l'équipe Evoluta. Moi, c'est ce que j'allais dire. Bah là, sur le dernier, sur l'Open de Paris, Sur l'Open de Paris, ils ont fait des résultats. ils ont fait des résultats. À la Naga, ils ont fait presque tous des podiums, voire des premières places. Et pourtant, c'est des compétitions qui regroupent des mecs du jiu-jitsu brésilien, et enfin, Après, JF, on est sûr. les mecs aussi. d'Evoluta, enfin, j'ai vu qu'il y a Mourad qui avait fait un podium, il y a Willy, Ouais, ils font du Kim aussi. ils font du team. Et justement, j'allais Donc là, nuancer, on j'allais y revient au venir. débat. Tu vois. J'allais y venir, c'est-à-dire C'est pas que 100% Nogi. les mecs d'Evoluta font partie du club nouvellement appelé Infinity, qui fait du jiu-jitsu brésilien et de la lutte à livrer. Donc ils allient les deux, et c'est peut-être ce qui fait aussi qu'ils performent autant. On peut se poser la question, même s'ils ont une empreinte et revendiquent cette empreinte le lutte à livrer, ils sont quand même L'autre gradés. vision. Ouais. Ouais, ils sont au moins violettes en jiu-jitsu brésilien, et avec David Pierre-Louis, qui est un bon prof, on va pas se mentir. Et donc ouais, non, je pense que voilà, ils ont une empreinte, hein, de toute façon. Alors ça se ressent plus sur certains que sur d'autres. Je pense à Mourad, par exemple, il est plus Luta dans Ouais, ce il a un style-là. style Luta. Après, je l'ai jamais vu tourner en Kim. Donc je sais pas s'il a un jeu totalement différent en Kim qu'en Nogi. Je sais pas. Je sais pas du tout. Mais je pense que oui, bah, de toute façon, on en reviendra à la sensibilité. Tout dépend de. C'est Thomas Loubersan qui disait ça. En fait, tout dépend comment dire. Il disait tout dépend de l'identité que tu vas mettre dans ton style. Et je pense qu'il y en a qui vont se rapprocher du nogi parce qu'ils vont lutter, parce qu'ils vont être sur des trucs un peu basiques. Attention, hein, je mets des gros guillemets parce que basique c'est pas du tout péjoratif. Guillotine clé de cheville par exemple, Kimura. Mais parce que Ce qui marche le plus c'est ce qui marche le plus. en Nogi. On est d'accord. On est d'accord, c'est ce qui marche le plus. Et donc dans leur style, ils vont être plus axés là-dessus. Puis tout dépend aussi du gabarit de la personne. Il y a des gens qui ont un physique qui est plus propice au nogi et d'autres qui est plus propice au gi, entre guillemets. Je mets encore des gros guillemets parce que chacun peut adapter son style à son gabarit. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais disons que il y a des styles qui facilitent quand même, hein, le jeu en kimono. Il y a des styles qui facilitent le jeu en nogi. Enfin, on le voit sur ceux qui performent, entre guillemets. Des styles un peu musculeux, un peu balèzes, Un peu lutteur. un peu lutteurs, voilà, vont plus performer entre guillemets en nogi. Voilà. Après, de là à parler, parce qu'il y en a certains qui ont parlé de brutalité. Je vois Frédéric Rabert qui disait que le style Ouais. était plus brutal en nogi. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Moi non plus. Il y a vraiment de la technique. Je pense que Là, encore une fois, ça dépend vraiment du combattant. Après, on disait que le nogi était plus explosif, c'est ce qui peut paraître un peu plus brutal au niveau des passages, mais parce qu'il n'y a aucune saisie. oui. Donc on est obligé ce qu'on tient, on le serre plus fort, sinon ça glisse, et avec la transpiration, etc. Quand on passe, on est obligé d'exploser, donc forcément ça paraît un peu plus brut, mais maintenant, brutal, non. Pour moi, c'est pas plus brutal que le kimono. Non, parce qu'on peut citer un exemple tout bête, hein, Herbert Santos, qui fait du kimono, donc, hein, et qui lui a un jeu qui est très très brutal. Enfin, on le voit, il attrape les mecs, il les jette par terre, et dans ses passages, il fait mal. Tu sens, de toute façon, tu le vois. Ça Moi, fait j'aime mal le kimono en plus. Mais ça fait mal, le kimono. Bien sûr que ça moi, fait moi, mal, je le souffre kimono. quand je fais une séance en kimono. C'est vrai que souvent, t'as Quand tu te fais plus mal. brûler le visage et tout, oh là là. Souvent, t'as plus mal, effectivement, parce que effectivement, la veste fait mal, parce qu'il y a des étranglements, il y a des... de toute façon, le kimono amène plus de jeu, mais plus d'armes aussi, et le fait de se faire étrangler par une veste, ça fait C'est plus horrible. mal qu'avec un, Ah, bras, c'est qu'avec horrible. un bras, hein. Ah. La zone d'impact, elle est plus fine, hein, donc ouais, non, il m'est arrivé de me faire plier en 12 en kimono.
Alors qu'en nogi, bon, je l'ai moins ressenti. Je l'ai moins ressenti. Je dis pas que c'est facile ou que c'est de la douceur, mais en tout cas, c'est vrai que le kimono, tu ressors souvent plus marqué que sur une séance de nogi. Ça, c'est sûr. Bon, on sort un peu du débat, là, mais en tout cas, on en reste, bah, enfin, oui et non, parce qu'on en reste sur la difficulté aussi de travailler en kimono et que ça puisse apporter justement sur le nogi, parce qu'après, vraiment, tu sens une liberté. Et d'ailleurs, ceux qui se mettent tardivement plutôt au nogi s'en rendent compte et vraiment, ils voient, ils apprécient cette liberté. Ah, pas tous, hein. Il y en a qui ont du mal à s'y mettre au nogi. Ah oui. Quand t'es habitué, quand t'as tout ton jeu en kimono, c'est compliqué. Ouais, mais on reste sur la sensibilité. Il y en a qui veulent même pas entendre parler de nogi. Mais comme il y en a qui veulent même pas entendre parler de kimono. Non, Je vois- moi, je voulais pas, hein. Toi, Je tu voulais voulais pas du tout. Ouais, tu voulais pas. Mais justement, c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui t'a amené Ben, un peu comme Wendy disait, une forme de lassitude. Je voulais tester autre chose. Ouais, se Je mettre de voulais nouveaux tester objectifs. ouais, de nouveaux objectifs, d'essayer de voir une autre manière de travailler. Tu sais, dans nos sports, on passe par la phase, bon, tout le monde connaît, progression, stagnation. Et je pense que j'avais besoin de voir autre chose pour repasser un cap de progression. Ouais, ouais. Donc oui, on en revient à voir le jeu par un autre prisme. C'est ça, Ça va t'ouvrir de nouveaux c'est angles. ça. Surtout que toi, tu as un style. Donc, comme j'ai dit, tu as été formé par quelqu'un qui vient du jiu-jitsu brésilien, mais tu fait que du nogi. Tu as un style qui était un peu une variante entre les Bah, deux. déjà, je C'est-à-dire, travaille sur le dos, déjà, tu travailles sur énormément. le dos. Non, c'est vrai que niveau, bon, mis à part les grips qui sont compliqués, je m'en sors pas trop mal. Comme je travaille beaucoup en X-Guard, etc., c'est vrai que bah, je prends du plaisir à tourner en kim parce que justement, dans mon style, ça m'ouvre plus de portes encore avec le kimono. Même si là, bon, je fais un peu n'importe quoi, je prends des saisies que je devais pas prendre, etc., mais j'aime bien. Ça me fait tenter des choses et franchement, c'est kiffant. On va dire que pour toi, la transition, elle a été plus facile. Ouais. Parce que souvent, et c'est ce qui est ressorti beaucoup, et c'est ce que je pense aussi, la transition du gi vers le no-gi est plus facile que le no-gi vers le gi. Pourquoi? Parce que quand on fait du gi, on a des phases de no-gi, entre guillemets. Enfin, Oui, il n'y a c'est-à-dire pas tout qu'on le va temps. saisir un poignet, on va venir, on va passer, on saisit pas toujours la veste. Ce serait une erreur de dire qu'on est toujours en train de saisir la veste et qu'il faut toujours avoir un grip. Enfin, il faut toujours avoir un grip, mais il y a des phases où la frontière entre le gi et le no-gi se ressent moins. Mhm. Alors qu'à l'inverse, c'est pas le cas. Le jour où on te rajoute ces contraintes, où on te rajoute des grips, on te rajoute tout ça, déjà le jeu est tellement plus vaste et tellement plus technique, entre guillemets, que t'es perdu. T'as Bah, t'as- en t'as fait, un monde à réapprendre. les premières fois, je faisais du grapp avec une veste, quoi. Je prenais aucun grip. Bah, je pense que c'est ce que tout grappleur fait avec la première fois qu'il met un kimono. J'ai pas changé mon jeu. J'attrapais le poignet au lieu d'attraper le kim, etc. Et tu te rends compte que c'est impossible. Quand Ouais. le mec sait tenir ses grips, c'est impossible de travailler. Il a une arme en plus que tu n'as pas. C'est Donc ça. tu es obligé de travailler, de t'adapter, de prendre tes grips, de comprendre quels grips sont importants, de faire lâcher les grips à ton adversaire. C'est vrai que les grips, ça change vraiment tout, hein. Déjà, ne serait-ce que faire sauter les grips, c'est déjà une technique à part entière. C'est déjà compliqué. Si tu sais pas faire sauter un grip, déjà t'es mal. Et moi, c'est le danger que je sens pas en fait. Je sens pas le danger arriver. Tu vois, à force de tourner en nogi, tu sens, selon comment la personne est placée, tu sens de quel côté ça va partir, ou tu sens sur quoi elle va travailler. Là, en kimono, le mec m'attrape le col, pour moi, il n'y a rien. Je sens pas, je vois pas venir l'étranglement, tu Et d'un vois. coup, tu te retrouves Et avec un d'un double coup, choc. ouais, et d'un coup, tu deviens tout rouge, tu tapes. C'est ça, c'est ça. C'est une autre, voilà, c'est d'autres sensations. Et est-ce qu'on voit véritablement, pour deux mecs, voilà, tu sais pas s'ils ont fait du gi ou du no-gi, tu les prends sur une compétition, tu assistes à une compétition de no-gi, tu regardes, et est-ce que tu arriverais à différencier s'il y en a un qui est passé par la veste ou pas? Honnêtement, je parle pas à quelques exceptions près, mais est-ce que tu pourrais voir cette différence? Tu prends un mec qui a fait par exemple que de la luta, parce que bon, le débat c'est fait, luta, JJB, tout ça. Tu prends un mec qui a fait que de la luta,
Tu prends un mec qui a fait du Kim, tu les mets tous les deux sur une compétition no-gi, tu ne les connais pas, est-ce que tu vois la différence dans le style? Oui, je pense. Après, bon, il y a des exceptions. Mais en règle générale, je pense. Je pense aussi. Alors, il est vrai, et beaucoup de gens l'ont dit, que au fur et à mesure, les gens qui faisaient du no-gi, qui faisaient des compètes en no-gi et qui performaient en no-gi, et qui venaient du kimono, se rapprochaient du style de la luta ou d'un style un peu plus lutté. Oui, c'est normal. Je pense que ça serait se tirer une balle dans le pied de vouloir faire que du jiu-jitsu brésilien et de faire que des techniques de JJB, parce que d'une part, il faut les adapter. Déjà, il y a plus de la moitié qui sont impossibles. Il y a plus de la moitié qui sont impossibles. Les grips ne sont pas les mêmes. Mais donc ils sont obligés de se rapprocher d'un style plus luta, entre guillemets. Mais par contre, tu verras quand même que dans l'idée, dans le but final, c'est pas la même chose. Je veux dire, comment dire, un mec de la luta, il va chercher à amener au sol, attaquer très rapidement sur des soumissions. Un mec du JJB va chercher à tirer ou amener au sol. Donc là, il y en a de plus en plus qui Maintenant, luttent. il lutte. Non, ouais, il y en a de plus en plus qui luttent. Maintenant, à haut niveau, de toute façon, tout le monde sait très bien lutter. Je vais nuancer. Je vais nuancer pour regarder pas mal de combats et dans toutes les catégories. C'est plus le cas dans les catégories lourdes que dans les catégories légères. Chez les lourds, aujourd'hui, les gens veulent plus être en dessous. Alors que chez les légers, ça pose un peu moins de problèmes. Il y en a un qui disait que, par exemple, qui prenait l'exemple des Miao, qui disait que on savait que c'était d'excellents lutteurs, et pourtant ils tirent la garde. Parce qu'ils sont plus à l'aise, et puis parce qu'ils savent que de renverser quelqu'un... Mais il disait que c'était d'excellents lutteurs. Mais il disait que c'était d'excellents lutteurs. On est d'accord. Ils savent tous lutter. De toute façon, c'est un passage obligé, t'es obligé. Ne serait-ce que pour pouvoir défendre la lutte. Enfin, il y a plusieurs cas de figure. Moi, je l'ai vu, parce que je me suis mis tardivement à lutter. Je suis un tireur de garde. Je me suis mis tardivement. L'idée, c'était quoi? C'était de défendre la lutte. C'était de pouvoir aussi me laisser la possibilité, si je suis mené au point, de pouvoir aller chercher des points. Parce que le problème, c'est que si on sait que tirer les gardes, le mec il mène au point, je vais retirer ma garde, mais il est très stable, c'est un bon lutteur, c'est un mec qui fixe bien, il va pas me laisser le renverser. Et vu qu'il va pas me laisser le renverser, je vais perdre mon combat. Donc je veux me laisser la possibilité de pouvoir essayer de moi l'amener pour être au-dessus et pouvoir après remarquer les points qui me manquent ou essayer de soumettre pour essayer de gagner mon combat. Très clairement. Donc c'est pour ça aussi que les mecs se sont mis à la lutte, se sont tous mis à la lutte et sont très bons et performants en lutte. Mais par contre, dans la finalité, et c'est là où je vois la différence, souvent les mecs cherchent à passer la garde, à stabiliser, à marquer des points et même très souvent à aller chercher le dos. Ouais. Le schéma classique du JB. Ouais. Le Jiu-Jitsu c'est à l'aise dans le dos, on va pas se mentir, que ça soit avec une veste ou pas. Et on le voit, hein, je pense à un mec, voilà, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit, qui m'ont parlé des mecs de chez Danaher, en pensant, à tort, hein, là par contre, excusez-moi les gars, mais que les mecs font du 100% no-gi. Non, c'est des mecs du Jiu-Jitsu brésilien qui ont mis le kimono, qui sont ceinture noire du Jiu-Jitsu brésilien, qui mettent encore le kimono régulièrement, mais qui ont axé leur jeu sur le sub-only, et donc le sub-only se faisant principalement, même si au Metamoris, non pas aussi Metamoris et puis au Polaris, ouais, il y avait des combats en kimono, mais bon, on va dire que la véritable identité du sub-only, c'est quand même le no-gi. Donc les mecs se sont mis essentiellement au no-gi dans leur sortie, dans les représentations qu'ils ont faites. Mais on prend un Gordon Ryan. Gordon Ryan, qui excelle en clé de talon, quand il met pas de clé de talon, il fait quoi? Il va dans le dos, il l'étrangle. On prend Gary Tonon, on l'appelle le Lion Killer. Pourquoi? Parce qu'à la base, avant de mettre des clés de talon, c'était un mec qui soumettait en Mataleon. C'est voilà. Donc c'est un mec qui prenait le dos et qui venait et qui étranglait en Mataleon. Donc les mecs, on peut pas réduire leur jeu à la clé de talon. Souvent, on les réduit à ça, alors que c'est faux. C'est une phase. Alors, ils ont axé leur jeu sur ça parce que ça marchait à ce moment-là. Mais ils savent faire tout un tas d'autres choses. Bien sûr. Là, on voit Gordon Ryan qui commence à vraiment rentrer sur le circuit BJJF. Clairement, son objectif, c'est d'aller choper un titre de champion du monde en gi. Bon, il fait les deux. Il fait gi et no-gi. Il s'est rendu compte que
les clés de jambes sans la clé de talon, c'était un peu plus complexe. Il en met, mais c'était un peu plus complexe. Bah, qu'est-ce qu'il fait? Là, en ce moment, la plupart de ses combats, il les gagne en étranglement dans le dos. Il vient, il prend le dos. Donc son style a vraiment une empreinte kimono. Et on le ressent véritablement. Donc je pense que ça lui a apporté, de toute façon, de travailler le kimono pendant longtemps et de le reprendre. Craig Jones aussi, hein, on a plein d'exemples hein, de vidéos de lui où il combat sur le circuit BJJF et il travaille en kimono. De toute façon, c'est sa base. Hein. Donc voilà. Après, peut-être que son coach, il y en a qui m'ont dit qu'il s'inspirait véritablement de la luta, Lachlan. Oui, oui, oui. De toute façon, je pense que les deux sont complémentaires. Les deux t'apportent. Que quelqu'un qui fait les deux sera meilleur que quelqu'un qui fait soit du jiu-jitsu brésilien, soit de la luta livrée. Je suis pas sûr. En fait, on parle de grands champions qui s'entraînent tous les jours, 2-3 fois par jour. Donc ils ont tout le temps d'adapter leur jeu, de faire les deux. Moi je vais parler du circuit français. Pour quelqu'un qui veut performer en nogi, qui s'entraîne 3-4 fois par semaine, 2 heures par entraînement, je pense qu'il ne faire que du nogi, c'est pas mal. Je pense que ça suffit. Pour performer sur le circuit français, je parle. Ouais, sur le circuit français, oui. Sur le circuit français, il n'y a pas Parce que là, on parle des athlètes qui font que ça, en fait. Ils ont tout le temps d'adapter leur jeu à... Ils ont tout le temps de faire les deux. Oui. Oui, toi, tu veux dire pour les amateurs. Je parle pour nous, pour tous les gens qui nous écoutent, là, qui n'ont pas qui ne peuvent pas s'entraîner du matin au soir, tous les jours. Faire une discipline, pour moi, ça suffit. Ouais. Alors, est-ce que ça suffit ou est-ce que ça suffisait? Parce que on voit aujourd'hui, et je le remarque de plus en plus, des gens qui entre guillemets, se professionnalisent et qui s'entraînent tous les jours, voire 2 fois par jour, parce qu'il y a les structures qui le proposent. Et là, on commence à voir que les mecs de la luta commencent à galérer, entre guillemets, sur le circuit français. Je pense à tout bêtement, hein, mais bon, on reste sur le côté CFG, entre guillemets. Le club numéro 1, aujourd'hui, c'est la NSM. Ouais. C'est un club de JJB qui retire la veste, mais apparemment très rarement. C'est ce qu'on nous disait dans les commentaires, je sais plus qui nous disait ça. Que les frères Blumenthal s'entraînaient quasiment jamais en nogi. Ouais. Et pourtant, ils raflent tout. Ils raflent tout, ouais. Ils sont très très forts. Alors on peut dire que les frères Blumenthal, c'est des mecs, quoi qu'ils fassent, ils auraient été bons, certes, mais on voit qu'ils ont d'autres personnes qui sortent et qui raflent des podiums, en nogi. Et donc ils n'ont pas que ces deux mecs-là, parce que s'il n'y a que les deux frères Blumenthal, tu te dis, bon, ouais, ok, c'est les mecs qui sont super forts, mais il y a d'autres personnes. Et on voit le club d'Imana aussi. Imana, ouais. Et c'est des mecs qui font les deux, qui ont la possibilité de faire les deux. Il y a plein de clubs là qui commencent vraiment à proposer les deux et ça fait augmenter le niveau. Et là, je pense que de faire que du nogi te mettra une limite à un moment. Te mettra vraiment une limite. En tout cas, on va dire que si ton jeu, tu ne le fais pas évoluer, si tu ne l'étoffes pas, au bout d'un moment, les gens le cernent. Et à moins que tu maîtrises un truc vraiment à la perfection et que tu le mettes à chaque fois, ça peut arriver, hein, on sait qu'il y en a. Hein, il y en a certains, un Mehdi Ottman avec sa guillotine par exemple, voilà, il peut la mettre à n'importe qui. Mais quelqu'un qui va axer toute sa défense sur la guillotine et qui va travailler sur des renversements, type jiu-jitsu brésilien, de toute façon, qui va varier son jeu, le battra. D'ailleurs, c'est ce qui a été le cas quand il a affronté Nicolas Blumenthal. Il a perdu là-dessus. Nicolas tape pas sur les guillotines, il a gagné. On prend toujours Nicolas Blumenthal face à Nicolas Régnier. Après, bon, on dira il y a l'âge. Certes, il y a l'âge, il est plus jeune, il a du cardio, et puis voilà. Mais d'un autre côté, il y a de l'expérience. On a quelqu'un qui a fait ses preuves. Hein. Nicolas Régnier, c'est le meilleur, c'est le plus titré. C'est le plus titré. Le seul à avoir été invité à la DCC, avoir participé aussi souvent à la DCC. 6 fois, je crois. 6 fois.
Il a jamais mis le Kim. Il a pas l'air d'avoir envie de ce qu'on a entendu sur le podcast de Cassagne FM. Il a pas l'air d'avoir envie de le mettre. Bah, il a quand même perdu de peu, mais contre Nicolas Blumenthal. Donc, et contre Valentin, il a affronté les deux, ça a toujours été chaud, hein. Même s'il a gagné, il a perdu, mais en tout cas, ça a été vraiment très serré. Et pourtant, je pense qu'il a une expérience qui est 1000 fois plus grande que la leur. Mais techniquement, ils ont apporté quelque chose qui l'a gêné. Je pense. Je pense qu'il a apporté quelque chose, ils ont apporté quelque chose qui l'a gêné, et je pense que c'est justement le prisme jiu-jitsu brésilien qui faisait que ça créait une différence. D'ailleurs, c'est Wendy qui dit ça. C'est une erreur de se cantonner à son propre style. Pourquoi il fait du kimono? Il a donné 3 points, de toute façon. Il y avait, ça ouvre le jeu, connaître le jeu, et ça c'est le point qui est très intéressant pour moi, connaître le jeu des jujitseros pour mieux pouvoir le contrer. Un peu comme les jujitseros qui font de la lutte et qui s'inspirent de la luta pour mieux pouvoir les contrer, ben c'est valable de l'autre côté. Et je pense que juste de prendre des sensations avec des mecs qui font du jiu-jitsu brésilien et avec la veste et tout ça, ça permet, encore une fois, c'est un autre biais, mais ça permet d'améliorer ton nogi. Parce que tu connais. Ouais, mais tu peux tourner en nogi avec des mecs qui font du JB. En nogi, à l'entraînement. Pourquoi forcément mettre la veste? Puisque si tu fais que des compètes de nogi. C'est vrai, c'est vrai. On parlait de style. Les mecs qui font du JB, ils ont un style marqué en nogi. Pourquoi ne pas tourner avec eux en nogi? Aucun intérêt de mettre la veste. C'est vrai. Après, ce que je reproche, mais ça c'est un niveau international, hein, il y a peu de clubs sortis de la luta qui ne font que du nogi. Il y a Tense Planet. Il y a Tense Planet. Il y en a peu. Je n'ai pas dit qu'il n'y en avait pas. C'est les seuls, je pense. C'est quasiment les seuls. C'est quasiment les seuls. Qui font du nogi et qui se disent jiu-jitsu brésilien. Voilà, mais qui en plus qui ont une lignée qui descendent du jiu-jitsu brésilien, parce que par contre le style vient du fait que Keddy Bravo est toujours un élève de Machado, qui est du jiu-jitsu brésilien, qui lui a mis le kimono et a créé un style. Mais lui, le problème, c'est qu'il a créé un style qui n'est pas adapté aux règles du jiu-jitsu brésilien. Mais de toute façon, je pense qu'il a créé son style pour le MMA à la base, non? Il a créé son style pour le travail de rubber guard, etc. C'est pour le MMA. C'est pour maîtriser les frappes, etc. au visage. Exactement. Et puis après, pour le sub only, de toute façon, il a accès là-dessus. Comme il a le droit à tout, donc exactement. il peut le faire. Mais donc, alors dans ce cas-là, je vais recentrer un peu ma question, mon interrogation, c'est il y a peu de clubs qui se prédestinent à être sur un circuit Nogi IBJJF, parce qu'on va pas se mentir, IBJJF, il y a la DCC. Bon, ok, la DCC, il n'y a pas 1000 compétitions par an. Donc si on veut faire beaucoup de compétitions à l'international... C'est quand la DCC? Tous les 2 ans, la DCC? T'es en train de me poser une... oui. Attends. Merde, j'ai un trou et je ne répondrai pas à cette question. Objection, je ne répondrai pas à cette question. Répondez-nous dans les commentaires. J'ai un trou de mémoire. Corrigez-nous si on fait une erreur. Il me semble que c'est tous les 2 ans. Voilà. Mais donc voilà, c'est bon, même s'il y a les trials et tout ça, mais bon, si tu veux faire plusieurs compétitions dans l'année avec un gros niveau, le jeu il se fait à l'IBJJF. Et c'est d'ailleurs pour ça que Nicolas Régnier, Thomas Loubersan, il y a pas mal de mecs de la Luta, ou même on voit les mecs des Voluta qui vont à Rome tous les ans, parce que bon, c'est des gros événements. Même si il y aura moins de représentation de niveau sur le Nogi que sur le Nogi, ouais. Mais bon, ça permet d'avoir plus d'échéances, plus de compétitions, et de pouvoir tourner avec des gens, avec des étrangers sur l'international. Donc ma question c'était pourquoi il n'y a pas de clubs, plus de clubs 100% Nogi, mais JJB Nogi. C'est-à-dire que si on veut faire du Nogi 100%, la plupart du temps faut aller vers un club de Luta. Un club de Luta où malheureusement on aura moins de sparring. C'est un truc qui est ressorti du fait que... qui est ressorti dans les commentaires, il y a Thomas Loubersan qui l'a dit,
je crois que c'est Renaud CDK aussi qui l'a dit. Le truc, c'est que les mecs vont vers les clubs de jiu-jitsu brésilien. Pourquoi? Parce que c'est là où il y a le meilleur niveau. Il y a eu un problème dans le développement de la luta. Donc, ça attire moins de gens de niveau. Nicolas Régnier aussi, je crois qu'il l'évoquait dans le podcast où il disait qu'il y avait des gens qui s'étaient un peu détournés de la luta et qui avaient été plus vers le jiu-jitsu brésilien, encore pour cette question d'aller chercher du niveau, hein, parce que qu'est-ce qui fait qu'on devient bon? C'est aussi la qualité des sparring qu'on aura. C'est pas une réalité absolue, mais ça joue. Parce que plus on va s'approcher de la difficulté d'une compétition et du panel qu'on va retrouver en compétition, et plus on va être fort. Donc le truc que je reprocherais, c'est qu'on n'est pas... Et c'est pour ça qu'on a du mal à répondre à cette question. Et qu'on ait peu d'arguments pour dire oui, faire que du no-gi, ça suffit. Parce qu'on n'a pas vraiment d'exemple. On prend les podiums des compétitions no-gi à 95%. Même c'était le Roningic, j'ai pas son vrai prénom, je reprends les noms des pages, qui disait qu'il y a 95%, c'était des gens du jiu-jitsu brésilien. À l'international. À l'international. Mais voilà, après, comme je sais plus qui a dit ça aussi, proportionnellement, sur 20 personnes dans la KT, il y en a 18 qui se prétendent du JJB et 2 qui se prétendent de la luta. Donc, proportionnellement, j'allais y venir. Sur le podium, il est logique que... Oui, j'allais y venir. C'est pour ça que moi, j'avais parlé du circuit français. Là où c'est assez équilibré, il y a quand même pas mal de monde qui pratique la luta. Ouais. Où tu regardes les podiums, c'est beaucoup plus équilibré. Ouais. Ouais. Non, mais c'est ça. C'est ça. C'est ça. Si on, oui, peut-être voir sur ce petit microcosme qu'est la France. Ouais, c'est pour ça que j'avais centré un peu mon débat sur le circuit français, parce que c'est assez équilibré. Alors, c'est assez équilibré. Et pourquoi moi j'élargis sur l'international? Parce que justement, on n'a pas de preuves, parce que qu'est-ce qui fait qu'on reconnaît le niveau d'un style ou d'une personne ou n'importe quoi? C'est sur les plus grosses performances qu'il va faire. Donc les grosses performances, elles se font à l'international. Et ouais, je pense que vraiment, il y a un problème. Alors, la question que je me pose, c'est, est-ce qu'une académie du jiu-jitsu brésilien pourrait reconnaître des grades pour un club qui ferait que du no-gi et jamais de veste? Parce que c'est peut-être ça qui bloque. Où ça? En France? Partout. Partout. C'est-à-dire, est-ce que demain, une académie pourrait dire moi, je reconnais et je valide des grades jiu-jitsu brésilien pour un club qui serait 100% no-gi, qui ne mettrait pas la veste? Ou est-ce que c'est inenvisageable? Tennis Planet, ils le font. Tennis Planet, ils ont leur grades. Système de grades qui est reconnu, il me semble. Est-ce qu'il s'est reconnu EBJJF? Ou est-ce que c'est reconnu EBJJF? Est-ce que c'est pas une possibilité est-ce que c'est pas une magouille entre guillemets avec Machado? Oui, ouais. Tu vois, qui leur donne la ceinture. Ils revendiquent un grade, une ceinture noire du style Tennis Planet. C'est vrai. Ils disent pas ceinture noire de JB. C'est ça, parce qu'aujourd'hui, il y a des mecs de la luta qui ont réussi à obtenir des grades via des passerelles avec certains clubs de jiu-jitsu brésilien pour pouvoir combattre à l'IBJJF. Parce que t'as pas le choix, de toute façon, si tu veux combattre en ceinture noire, il faut que tu sois ceinture noire. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Donc, mais c'est des mecs qui n'ont jamais mis la veste. Et pourtant, qui sont moi, ça me choque pas. Hein. Ça me choque pas non plus. Moi, je trouve ça normal. Les mecs sont très très forts en no-gi, avec leur ceinture noire. Oui, mais est-ce que très clairement une académie pourrait dire oui, on l'annonce, oui, nous on a décidé que on ouvrirait des branches 100% no-gi. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Non. Et c'est pour ça que ça fausse le débat. Ça fausse le débat parce que on peut pas avoir le recul pour savoir si oui ou non un mec qui ferait que du no-gi pourrait performer et battre des mecs qui font les deux. Après, là où ça fausse encore le débat, et je fausse beaucoup de débats moi aujourd'hui, c'est que les enseignants qui y aurait dans ces clubs-là seraient des mecs qui viendraient du jiu-jitsu brésilien. Il faudrait le voir sur 1, 2, 3 générations en dessous. C'est-à-dire que les premiers, forcément, les mecs qui viennent du jiu-jitsu brésilien, donc ils enseignent avec leur bagage de sol, qu'ils ont appris avec le jiu-jitsu brésilien. Maintenant, il faut voir si leurs élèves
Bon, leurs élèves performeront peut-être parce que voilà, ils auront cet enseignement qui est axé sur le JJB, mais il faudra voir les élèves qui enseigneront après. Est-ce que on resterait sur cette grande variété technique et qui réussit visiblement au mec du jiu-jitsu brésilien en nogi, ou est-ce que on aurait un appauvrissement au fur et à mesure de la technique en recentrant sur des choses qui marchent à 100% et qu'on se rapprocherait pas de la luta? Parce que pourquoi la luta est comme Mais ça? c'est Est-ce pas que un appauvrissement pour moi. C'est pas un appauvrissement. C'est. Enfin, j'aime pas ce mot. oui, je mets des guillemets. Non, non, parce que c'est vrai que c'est péjoratif, parce que c'est pas un appauvrissement, mais c'est se recentrer sur des techniques. C'est changer le jeu en fait. C'est juste adapter changer son jeu. C'est pas un appauvrissement. Ouais, mais à partir du moment où t'as une... Enfin, quand je dis appauvrissement, c'est pas... Ouais, je l'entends pas d'un point de vue péjoratif, hein. Je l'entends vraiment du point de vue où on a une large palette Oui, ou éliminer. on élimine et on rabote au fur et à mesure pour se recentrer sur guillotine, clé de cheville, enfin clé de jambe, Kimura. Tu vois? Et on retire bah, justement le fait de prendre le dos, d'aller étrangler, on retire pas mal de choses qui sont pas faites par exemple par les mecs, enfin qui sont pas faites, qui sont pas privilégiées. Je suis sûr qu'un mec de la luta qui va chercher, qui va prendre le dos, s'il se présente à lui, il va le prendre, il va étrangler, il va pas ressortir du dos pour essayer de prendre une guillotine. Là aussi, hein, je fais des raccourcis, hein. Je suis pas en train de raccourcir votre jeu, mais on voit dans l'empreinte quand même, on voit qu'il y a ça comme empreinte. Après, tu prends un mec comme Flavio, par exemple. Lui, il fait le chemin inverse. Il a, il est de plus en plus en train d'incorporer des mouvements de jiu-jitsu brésilien à son style. C'est quand il y avait le podcast avec Dao et Ponk, Ouais. justement, ils ont mis l'accent là-dessus. Le 100% Luta, il l'a mis de côté, entre guillemets. Il se revendique, c'est son identité, c'est ce qui a fait sa force, c'est ce qui fait la force de ses élèves, il n'y a pas de souci. Maintenant, il commence à faire de la X-Guard, il commence à faire pas mal de choses comme ça, et même s'il dit qu'il regarde pas de vidéos, on sent quand même que techniquement il s'approche d'un style qui est JJB. Et d'ailleurs, quand on le suit sur les réseaux, il s'entraîne beaucoup avec les mecs de la MK Team, près de chez lui, qui est un club de jiu-jitsu brésilien. Donc, il y a de la passerelle. Je pense sincèrement que de toute façon, faire les deux, c'est nécessaire. En tout cas, les deux t'apportent. Moi, quand j'ai commencé par le kimono, je me suis mis à faire un peu de luta parce que je pensais que ça allait m'apporter. Mais j'ai déjà entendu des mecs de la luta dire on veut faire du kimono parce qu'on sait que ça va leur. Enfin, ils savaient que ça allait leur apporter, qu'ils allaient avoir une autre vision. Wendy l'a confirmé. Bah, avant le podcast, on parlait de Marcelo Garcia. Et justement, on disait que pour nous, il a vraiment les deux styles. Ouais. Nicolas Régnier le disait dans le podcast avec Clean Hugs, je crois. Le podcast de Clean Hugs. Ouais, bah c'est vrai que ça n'y est fait. C'est ça. Il disait que pour lui, Marcelo en nogi, c'était de la luta, quoi. Et je le rejoins en fait. Sur plein de points, c'est de la luta. Mais sur d'autres points, on voit clairement qu'il a un style JJB. Donc il a vraiment mixé les deux en fait. Il a mixé les deux, c'est-à-dire il va attaquer la guillotine, il va venir, il va faire des passages de garde, notamment de la garde papillon, il va sauter, il va faire une espèce de petit trou par-dessus les jambes. Ça, c'est clairement de la luta. Par contre, dès qu'il est en dessous, son travail de X-guard, Single X, X-guard. ah ouais, C'est- tout ça, c'est clairement du jiu-jitsu brésilien. Il a pris le meilleur des deux mondes, il les a mixés, et puis il en a fait un style qui aujourd'hui bah, est reconnu par tout le monde comme étant un style parfait. Enfin, adapté à son gabarit, on va pas, encore une fois. Hein. Mais aujourd'hui, personne ne dira Marcelo c'est un tocard, Marcelo, enfin tout le monde dira Marcelo c'est la référence. C'est la référence. Que ce soit en gi ou en nogi d'ailleurs. Même si en nogi, bon, souvent on parle de lui en nogi parce que voilà, il a gagné la DCC, enfin voilà, le mec a performé, il a battu les meilleurs, les plus grands. Encore Et parce qu'il aujourd'hui, fait énormément de nogi. il fait énormément de nogi. Aujourd'hui encore, il y a les meilleurs au monde qui viennent dans son académie. Il les bat tous. Très clairement, il n'y en a pas un qui est au niveau. D'ailleurs, il reprend la compétition, il a annoncé. Il évoque ça, au Kazaï. Ça va être intéressant de le voir. De le voir. Et d'ailleurs, on voit que ses élèves aussi performent énormément.
Le Kazaï, par exemple, il a été gagné par Mathéos Diniz, c'est un élève à lui, hein. Ouais. C'est il a réussi quand même à enseigner à ses élèves le fait d'avoir les deux styles. Enfin, il va avoir des mecs comme Gianni Grippo qui vont faire des berimbolo, qui vont faire des trucs comme ça, et qui les font à la perfection en nogi. Donc comme quoi les techniques peuvent être adaptées. Alors que c'était pas vraiment son jeu à lui. Berimbolo. Gianni Grippo. Non, Marcelo. Ah, Marcelo, non, ah oui. Non, Marcelo, non, mais il a cette facilité à. Quand on regarde ses élèves, ils ont des styles différents. Mhm, Il arrive à créer une identité à chacun de ses c'est élèves. ça. Ça, c'est le signe d'un bon professeur, entre guillemets. De toute façon, on voit hein, le nombre de ses élèves qui performent, hein. Donc voilà, mais donc, ouais, encore une fois, Marcelo, c'est la plus belle preuve que les deux styles sont compatibles et s'apportent l'un à l'autre. Et lui-même le dit, il est nécessaire de faire plusieurs fois par semaine du kimono pour performer en nogi. Voilà. Est-ce qu'on peut aller à l'encontre d'un mec comme ça alors, il y en a qui diront, il défend, il prêche pour sa paroisse, il fait du jiu-jitsu brésilien, il se revendique du jiu-jitsu brésilien. Nicolas Régnier disait, hein, il est très proche des mecs de la luta, mais il n'en parle jamais. Certes, c'est fort possible. C'est son fonds de commerce, le JJB. C'est son fonds de C'est ce commerce. qu'il rapporte aujourd'hui. Hein. Ça, oui, si aujourd'hui, s'il mange, c'est grâce à ça. Mais, il fait toujours les deux. Il fait les deux, plusieurs fois par semaine. Et il a toujours fait les deux, et voilà où ça l'a amené. Mais voilà, encore une fois, c'est quelqu'un qui s'entraîne tout le temps. Donc il peut faire les deux. Il n'est pas obligé de se concentrer sur une chose. Quand il dit faire du kimono plusieurs fois par semaine, pour un mec qui, plusieurs fois par semaine, ça veut dire quoi? 2, 3 fois? Pour un mec qui s'entraîne 4 fois par semaine, il fait 3 fois du kimono et une fois du nogi? Ouais, Pour faire que du nogi? non. Non, mais il peut faire, pour faire que du nogi, il peut faire, s'il s'entraîne 3 fois par semaine, il peut faire deux fois du nogi, une fois du gi, par exemple. C'est Ouais. une possibilité. C'est une possibilité. Tu vois, Après, je vois pas. Je vois pas trop l'intérêt. À ce rythme-là, tu vois, sur 3 fois par semaine, je vois pas l'intérêt. Ah, on est d'accord. Autant faire 3 fois du Eh nogi. oui, mais je vois pas l'intérêt non plus, parce que de toute façon, n'importe qui fait du kimono vous dira que faire du kimono une fois par semaine, c'est contre-productif. De toute Aucun façon, intérêt. tu progresses pas. Il faut en faire 2, 3 fois par semaine, minimum, pour commencer à avoir des sensations et vraiment progresser. Maintenant, on en revient à ce que beaucoup ont dit, et ce que je partage tout à fait, hein. Chacun sa sensibilité, hein. Il y a des mecs qui veulent pas entendre parler du kimono, il y a des mecs qui veulent pas entendre parler du nogi. T'es amateur, t'es là pour te faire plaisir, et même en compétition, j'ai envie de te dire, t'es là pour faire plaisir. Dans le sens où si tu te sens pas de faire du kimono, ne fais pas de kimono. Si tu te sens Non, pas c'est clair. de lâcher ta veste, ne lâche pas ta veste. Maintenant, tu feras des compétitions. Un mec qui fait que du nogi fera des compétitions en nogi. Un mec qui fait que du kimono fera des compétitions en kimono. Peut-être qu'il y aura des passerelles plus gi vers nogi que l'inverse parce que c'est infaisable. Maintenant, on parle de l'amateur. Sur le professionnel, n'importe qui veut se professionnaliser, entre guillemets, Il doit faire les il deux. a tout intérêt à faire les deux. Mais de toute façon, quand tu veux te Je pense professionnaliser, tu peux Non, plus je suis t'entraîner d'accord. 3 fois par semaine. Je suis d'accord. C'est plus possible. Mais là, voilà, ça devient intéressant de faire les deux à partir du moment où on a un gros rythme d'entraînement, où on s'entraîne quasiment tous les jours, où on se professionnalise. Là, ça peut devenir intéressant. Pour le mec qui reste sur le circuit amateur, je vois pas l'intérêt. S'il veut être bon en nogi, pour moi, il doit faire que du nogi. Il doit faire que du nogi. Et t'avais un mec qui s'appelle Lige Junraj qui disait que de toute façon, et là je te rejoins sur quelqu'un qui fait pas qui n'a pas un gros rythme d'entraînement par semaine, il disait qu'il valait mieux faire que du nogi pour éviter d'avoir aussi d'assimiler des mouvements parasites au nogi. Si on fait de la veste, qu'on s'entraîne pas suffisamment et qu'on peut pas faire les deux à part égale, si tu fais du kimono, tu vas avoir des mouvements parasites. Comme l'inverse est vrai aussi. Tu vas avoir des mouvements parasites et le problème qui va se passer, c'est que tu vas pas performer. Lui, il part du principe, par contre, que dans l'apprentissage, et là, c'est là où je le rejoins, dans l'apprentissage, il faut être technique. C'est-à-dire, le nogi n'est pas que lutter, bloquer. Il y en a beaucoup trop qui font ça et qui performent.
Nous, on en connaît, on en a vu beaucoup, qui viennent, qui font du nogi, qui viennent, qui sont bons en lutte, ils amènent au sol, ils bloquent, ils cherchent pas forcément à passer la garde. Après, c'est un autre débat, ça. Au final, ils font ça, ils gagnent. Pourquoi changer? Ils gagnent. Parce que dès que tu te retrouves face à un mec qui a un tant soit peu de technique, et on l'a vu, Ils perdront, ils perdent. mais c'est pas grave. Ouais, mais est-ce que justement, est-ce que le côté péjoratif, est-ce que la mauvaise image du 100% Nogi ne vient pas de là aussi, de ces mecs-là, qui, qui font... Non, je suis pas d'accord. Non, non. Bah, c'est le même débat que les mecs en kimono qui font de la 50-50 pendant 10 minutes. C'est un peu, pour moi, c'est la même chose. Enfin, Ouais, c'est à mais regarder, c'est c'est dégueulasse. c'est parce que tu vois pas le détail technique. Non, c'est dégueulasse. C'est pour ça, c'est parce que tu vois pas qu'il y a il y a la petite finesse, tu sais. La caméra est mal placée souvent. Ouais, on va dire C'est ça. le souci, c'est le souci. Non, pour moi, c'est la même chose. Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Moi, pour moi, je le dis, je le revendique très haut et très fort. Le 50-50 devrait être pénalisé à partir d'un certain moment dans le combat. C'est-à-dire que c'est pas on tire tous les deux la garde et puis on se relève, on a tous les deux une pénalité. C'est tu t'es en 50-50, on estime que c'est resté depuis trop longtemps, on pénalise beaucoup plus rapidement. Quitte à disqualifier. Disqualifier les deux. Ça bougerait les gens. On peut pas l'interdire. On peut pas Non, l'interdire bah non, parce bah non. que ça sauve la vie. Hein. Tu Moi-même, peux pas je l'utilise l'interdire. très souvent. Mais j'essaye de pas rester 1000 ans là-dessus. Les mecs qui sont là, À chercher qui, un avantage pendant tout le ouais, combat. qui se relèvent, après c'est l'autre qui se relève, après c'est moi qui me relève, après c'est l'autre qui se relève, et on marque 2 points, 2 points, 2 points. C'est au dernier qui va se relever qui va gagner son combat, quoi. Et c'est pour ça que je regarde très peu de Kim, moi, en compétition. Moi, je sélectionne. J'ai pas vraiment. J'apprécie pas. Certains combats, oui. Mais sinon, je préfère regarder du Nogi. Ouais. Alors ça, par contre, je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement Parce d'accord. que c'est plus plaisant à regarder. Et c'est marrant parce que j'écoutais un des podcasts des frères Olivier qui disait, bon, il regarde hein, les compétitions et tout ça, mais il disait que ça les faisait chier. En vrai, de tout regarder, il respectait énormément les gens qui regardaient de la violette à la noire, tous les combats, tous les combattants et tout ça. Ah oui, non, mais c'est pas une question de pas respecter, c'est que je trouve. J'aime le vivre, tu vois, j'aime combattre, Ouais. mais à regarder, je kiffe pas. Je parle du kimono. Du kimono, oui, du kimono, on est d'accord. On est d'accord. Ben oui, mais là par contre on se rejoint là-dessus, c'est que ouais, on sort du débat, hein, mais c'est vrai que ouais, c'est pas c'est pas sexy, hein. Non. C'est pas sexy du tout. C'est vraiment pas sexy. Mais bon. Euh, donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire encore? On n'a pas vraiment répondu à la question en vrai, hein. On n'a pas vraiment répondu à la question. C'est une question compliquée. C'est une question compliquée. Non, oui et non. On n'a pas répondu à la question. Oui et non. C'est-à-dire que on va rester sur le plaisir que tu as à pratiquer. On va dire que en amateur, fais-toi plaisir. T'as une sensibilité pour le nogi, fais du nogi, travaille-le bien. Sois vraiment précis sur tes mouvements. Ne te ferme pas de porte. C'est-à-dire, n'hésite pas à aller voir ce qui se passe dans les autres styles, sur le jiu-jitsu, des C'est trucs ça. comme ça. Parce que d'une part, ça va t'apporter, ça va permettre de le contrer, c'est ce que disait Wendy. Et surtout, bah, ouais, tu vas t'éveiller l'esprit. Hein. C'est vraiment ça, tu vas t'ouvrir des portes. Par contre, tu te prédestines à faire Une de carrière. l'international et à faire une carrière. Je t'invite à faire les deux. Parce que l'argument du il n'y a pas assez de représentants, oui. Mais le fait qu'il n'y ait pas assez de représentants, même s'il y en a un ou deux, si le mec est très bon, il fait des premières places. Tu parles de la luta, là. Oui. Oui, parce qu'on a dit, Ouais. on l'a vu, il n'y a pas vraiment de club 100% Jiu-Jitsu Nogi. Ça, pour moi, à part la Tense Planet, mais qui dit très clairement, si tu veux gagner en IBJJF, oublie-moi, c'est pas mon rôle. Donc, même s'il commence à envoyer des gens. Jérémy Avens, par exemple, on l'a vu, commence à faire quelques résultats. Il a sur des compatibles JJF, mais il n'a pas gagné les Worlds encore. Il en est loin. Mais il commence à faire des résultats et il y a des mecs de Tense Planet qui commencent un peu à aller vers le circuit BJJF. Ok. Mais c'est pas leur rôle premier. Il n'y a pas de club 100% Nogi Jiu-Jitsu brésilien.
Donc on n'a pas vraiment d'exemple. En fait, pourquoi on a du mal à répondre à cette question? C'est parce qu'on n'a pas d'exemple. Les seuls exemples qu'on aurait, et c'est pour ça que le débat a dérivé Luta Jiu-Jitsu, parce qu'il n'y a que les mecs de la Luta, entre guillemets, qui font du 100% Que du no-gi, ouais. no-gi. Maintenant, un Thomas Loubersan dira, chercher un bon club de Luta 100%, c'est compliqué. Et encore, je nuance son propos. Il dit, si on veut du niveau, il faut aller sur des clubs. Lui, par exemple, il s'est rapproché d'Athos. Aujourd'hui, il est Athos. Athos, jusqu'à preuve du contraire, c'est un club de jiu-jitsu brésilien. Ils font pas de C'est- Dota enfin, là-bas? c'est Enfin, j'en sais rien, mais ils en font pas. pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. Quand tu vois qu'une partie, enfin que ça soit Galvao ou les frères Mendes, allez, Galvao, on va dire qu'il axe beaucoup sur la lutte, mais son style est clairement jiu-jitsu brésilien. Mhm. Et clairement jiu-jitsu brésilien. Euh, donc on n'a pas d'exemple. On n'a pas d'exemple, on n'a pas de preuves, on n'a pas de possibilité d'avoir du concret, des cas concrets. Alors on avait quand même Jackie Ruidavet qui m'a dit qu'il y avait Chris Brennan et surtout ses fils qui faisaient que du no-gi. Et qui grattaient des médailles d'or sur le circuit en IBJJF et tout ça, qui avaient décidé de ne jamais mettre la veste. Oui, ok, Mais Chris Brennan, il a jamais gagné la DCC. non. Et ses fils, ils ont beau récolter des médailles. C'était c'est un bon exemple. combattant, Ouais, mais c'était pas. il n'a pas performé. Il a jamais fait de miracle, hein. Léo Zada, par exemple, qui tourne. Lui, on peut pas. Ouais, il a fait du MMA, mais on peut pas dire qu'il a pas fait énormément de compètes de grappling. De grappling, mais sur tous les circuits. Bah, même à la DCC, où normalement il aurait pu. Parce que les mecs qui disent oui, le circuit BJF, les règles BJF, Ça va pas avec, ça va pas. Ok, j'entends. Mais il y a la DCC. La DCC, tout est permis. Ça lutte, il y a des clés de talons, et pourtant, il n'a pas gagné la DCC. Il l'a pas gagné. Il a battu des noms du jiu-jitsu brésilien. Attention, il performe, hein. Mais il n'a même pas, je crois, hein, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il n'a même pas fait de podium. De podium. Je sais pas. J'ai regardé, j'ai pas trouvé. J'ai regardé un peu les podiums, les derniers podiums de la DCC, et j'ai pas vu, je l'ai pas vu faire de podium, même passer le premier tour. Enfin, sur certains, il n'a pas passé le premier tour. Si t'es bon, t'es bon. Si tu fais que du no-gi, si l'argument faire que du no-gi suffit à être bon, un mec comme lui qui ne fait que du no-gi, et là on peut pas dire le contraire, ça serait le plus beau représentant de la lutte à livrer, parce que bon, les frères Noguera, enfin les Ozada et puis Pequeño. Bon, Pequeño, lui, c'est 100% MMA, mais bon, on va dire que ça serait le plus beau représentant de la lutte à livrer qui pourrait performer sur un circuit comme la DCC. Et pourtant, il n'a pas fait de podium. Si jamais vous voulez nous mettre en commentaire des contre-exemples, hein, de gens de la lutte à livrer, par exemple, ou de 100% Nogi qui auraient fait des podiums sur... Ouais, n'hésitez pas, hein. N'hésitez Parce pas, que là, hein. on parle, mais on peut faire des erreurs. Oui, parce que bon, on regarde, on s'intéresse, on essaie de voir un peu tout, mais on peut pas être sur tous les dos non plus. Donc n'hésitez pas vraiment à revenir vers nous si vous avez des contre-exemples. Mais en tout cas, à ma connaissance, un mec de la lutte à livrer qui aurait fait au moins un podium à la DCC, j'en connais pas. Ou un mec qui ferait que du no-gi. Ouais, plutôt ça. Un Ouais. mec qui ferait que du no-gi. Ouais. Ah mais bon. Parce qu'un mec de la lutte à livrer, après on rentre dans l'autre débat de Nicolas Ragnier qui dit que les mecs font de la lutte à livrer mais le disent pas, tu vois. Ont un style lutte à livrer Oui. en tout cas. Oui. Donc là c'est un autre débat. Ouais. Mais un mec qui fait que du no-gi. Voilà. Un mec qui fait que du no-gi. Mais là, si je me base... Il y en a chez les lourds, je pense. Qui fait que du no-gi? Je sais pas si Orlando Sanchez il fait... c'est le super lourd. Ouais, enfin, non, je vois il me très bien. semble qu'il fait... Enfin, j'ai pas le souvenir de l'avoir vu en gi. Après peut-être, hein, Pas vu en gi, en compétition. en compétition. C'est ça le truc, En parce qu'il y a ça compétition, aussi. Hein. Il y a ça, il y a des mecs qui vont faire que des compètes de no-gi, mais qui font du gi, qui se butent au gi. Hein. Un Jeff Monson, Jeff Monson. il a jamais fait de kimono. Dean Lister. Jeff Monson, il a jamais fait de kimono. Bonne question, je pense pas. Je pense pas. Et j'ai pas regardé ses titres. Il a jamais gagné la DCC. Il a jamais gagné Mais la DCC. il me semble qu'il a fait... bah,
Peut-être un podium, peut-être un troisième. Non, je sais pas. Je sais pas. Il Mais en tout faudrait cas, voir. pendant un moment, il était à la DCC. Ouais. Il était souvent à la DCC. Il était souvent à la DCC. Bon, il y en a beaucoup qui sont souvent, de toute façon, ils sont presque tous à la DCC. Parce qu'après, se qualifier à la DCC et performer à la DCC, c'est deux choses différentes. C'est vrai. Parce que. Ouais, c'est vraiment deux choses différentes. Euh, J'avais Dean Lister. Dean Lister, par exemple, on le voit que sur le circuit en nogi. Et pourtant, le mec est ceinture noire de jiu-jitsu brésilien et il fait beaucoup de jiu-jitsu brésilien. Mhm. Donc, et pourtant, on sent que sa sensibilité, ne serait-ce que ses clés de jambes, Il a un style Luta. il a un style Luta, ouais. Mais le mec est ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. Donc moi, ma conclusion, et pourtant je vous le rappelle, j'ai une appétence et j'ai un peu plus de sensibilité pour le nogi. Ma conclusion est, si tu veux performer, alors on va mettre deux axes. En amateur, fais ta vie, fais ce qui te plaît. Tu veux C'est quoi en amateur? C'est combien de fois? Pour moi, Non, en amateur compétition, amateur. amateur compétition quand même. Ouais, amateur compétition. Amateur compétition, si tu peux t'entraîner que 3 fois par semaine, 2 ou 3 fois par semaine, tu veux faire du nogi, fais du nogi, tu veux faire du gi, fais du gi, il n'y a pas de souci. Par contre, dès que tu veux te professionnaliser, aller un peu plus loin et passer une barrière, pour moi, tu es obligé de faire les deux, de pas faire que du kimono ou pas faire que du nogi, de faire les deux. Et même, pourquoi pas, aller voir du côté de la luta, enfin, même je vous invite à aller voir du côté de ceux de la luta, d'aller voir du côté du JJB et vice versa, parce que ça va vous apporter une vision complètement différente et ça va vous faire progresser. De fait, vous allez progresser. C'est sûr et certain que vous allez progresser. Le fait d'avoir ces deux visions du jeu, ça va vous faire progresser. C'est clair. Ouais, je suis d'accord. Pour se professionnaliser, il faut faire les deux. Ouais. En tout cas, ça sera un bon avantage. Ce sera un bon avantage. Comme on voit les mecs du MMA qui font souvent de la veste. Pourquoi ils font de la veste? C'est pas que de la com, c'est parce qu'ils savent qu'ils ont quelque chose à retirer du jeu en kimono. Ils en font pas tous. Ils en font pas tous, mais il y en a beaucoup qui en font. Il y en a beaucoup qui en font. Ouais. Même un John Jones, on l'a vu poser en kimono. Alors après voilà, poser en kimono et faire du kimono, c'est deux choses différentes. C'est pour ça que je mets, je marche sur la pointe des pieds quand je dis ça. Quand je les vois poser avec leur ceinture blanche, ça me fait rire. Ouais. Quand tu vois Nurma là, qui avait posé avec sa ceinture blanche attachée à l'arrache, elle était trop petite pour lui. Tu sens clairement qu'il se fout de la gueule du monde quand même. Mais bon, après c'est un autre débat, Mais en tout cas voilà, si on peut conclure là-dessus, ça serait ça. Voilà, vraiment, ouvrez-vous l'esprit et tournez avec tout le monde. Faites-vous plaisir. C'est ça en fait, c'est tourner avec tous les styles, tourner avec tout le monde. Et puis voilà, kiffer. C'est ça. On en reviendra toujours à ça. De toute façon, on fait tout ça parce qu'on prend du plaisir, on progresse. C'est ça. Donc, il n'y a pas d'apprentissage sans plaisir. Je sais plus à qui j'ai dit ça, et j'ai pas cité le nom, mais c'est un mec comme Idrissa Berkane. On va faire des petits, on fait des digressions, qui dit que sans plaisir, il n'y a pas d'apprentissage. Commencez à kiffer un sujet, et là vous apprendrez. Pourquoi on passe notre temps là, on passe des demi-heures et des heures entières à parler de sujets comme là le JJB, la Luta et plus tard du MMA. Enfin, on abordera plusieurs sujets parce qu'on veut pas se cantonner à que au sol. Ah, parce qu'on kiffe, on est des passionnés. Parce qu'on est des passionnés. En fait, on a pris les discussions qu'on avait tous les deux et on a dit tiens, si on mettait un téléphone au milieu et qu'on essayait d'en faire partager les gens et puis de faire réagir les gens, parce que je sais que vous aussi qui nous écoutez, vous avez ces mêmes discussions. Je vous l'ai dit, le but de ce podcast, c'est de prendre les discussions qu'on entend dans les vestiaires, qu'on entend sur le tapis, et d'essayer de les voir sans parti pris. C'est vraiment ça, c'est sans parti pris. C'est essayer de prendre les arguments. Sur nos feuilles, on a toujours pour, contre, et on essaye de défendre tous les points de vue, et d'essayer d'en tirer une conclusion, et d'essayer de répondre à la question. Et ça reste notre réponse à nous. C'est ça. On détient pas forcément la vérité. C'est ça. On n'est pas forcément d'accord. Parce que là, vous l'avez entendu aujourd'hui, on n'est pas forcément d'accord l'un avec l'autre. Mais voilà. On essaye en tout cas d'en arriver à une conclusion. Et la conclusion, voilà, visiblement, même sans être d'accord, on en est arrivé sur la quand même. Conclusion, on en est d'accord. Donc, à vous de vous faire votre idée. Et voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce deuxième épisode. On vous tient au courant le plus rapidement possible pour la... On aura bientôt des micros
Le son sera meilleur. Le son sera meilleur. Oui, oui, c'est vrai. T'as raison de le dire Ouais, parce que faut préciser. merci. On va vous le dire. Suite au premier épisode, merci à tous pour vos commentaires et vos messages perso qui ont été productifs, qui nous ont fait plaisir parce que il n'y a pas eu vraiment de messages négatifs. Il n'y en a même pas eu du tout. On a vraiment eu des bons retours sur ce premier épisode. Et le seul point négatif qu'on a eu, c'est le son. On s'en excuse, on n'a pas encore le matériel, ça va arriver très vite. On a ce podcast-là où il n'y a pas encore le matériel, peut-être le suivant, mais ça va arriver très vite. On a commandé pour Noël des petits micros. Voilà, c'est ça. On est comme des enfants, on attend d'ouvrir le paquet. Mais en tout cas, ça devrait s'améliorer très rapidement. Donc merci à tous, continuez à commenter, continuez à partager, continuez à faire vivre le débat parce que c'est grâce à vous qu'on a autant d'arguments et qu'on peut tenir aussi longtemps aussi parce que sinon ça serait oui pour contre, on vote à main levée, vous le voyez pas parce qu'en plus il n'y a pas de caméra et au final ça serait contre-productif. C'est en se nourrissant de ce que vous nous avez donné qu'on peut faire évoluer ce durer débat. le débat en plus. Ouais. Exactement. Donc merci à tous, continuez comme ça et j'espère que les prochains sujets vous plairont autant et vous animeront autant que les deux premiers. On va faire de notre mieux. En tout cas, on va vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend quand est-ce que vous nous écoutez et à très bientôt sur Total Connexion. À la prochaine les gars, salut.